Parfois, quand on a un bébé, celles qui ont déjà accouché et qui ont eu des enfants qui ont eu de la fièvre très élevée à plus de 40 degrés, l'enfant va commencer à convulser, il va bouger, il grelotte, il tremble, il y a des salives qui sortent de la bouche, la mousse et tout, la convulsion. Et c'est dans ce... Et c'est comme ça que l'épilepsie... OK, c'est pas l'épilepsie. Ah, OK, attends. Merci, attends. Oh là là, donc j'ai été signifié là que ce n'est pas l'épilepsie qui est là. Pourtant, c'est de ça que je suis en train de parler. Attends, c'est quoi ici? Attends. Attendez. Donnez-moi une minute. Apparemment, je n'ai pas mis l'épilepsie. Il y a... Maintenant, c'est bon? Faites-moi un signe dans le chat si j'ai pu bien changer. Si le diapositive est bon. C'est bon maintenant. Je veux voir les réactions dans le chat, s'il vous plaît. Faites-moi un pouce si c'est bon. Attendez. C'est bon maintenant. J'ai pu changer le diapositive en... C'est toujours pas bon? Non? Mais attends, pourtant, mon écran ici me montre... ça me montre l'épilepsie pourtant. OK. OK, j'arrête le partage ici, OK? OK. New share. Attends, je vais annuler ça. Ah, la technologie! C'est bon maintenant? Toujours pas? OK, attendez. Stop share. Non, c'est bon. Je vais recommencer le nouveau partage. Je vais recommencer. Excusez-moi les leaders, franchement. Excusez-moi. C'est bon maintenant? Merci, merci leader. Vous voyez la puissance de la team et la puissance de l'amour. Moi, j'avais devant moi, j'avais le diapositive, mais une leader constate que je parle de quelque chose que vous n'avez pas. Elle m'appelle et elle me dit, voilà, rectifie le tir et je n'arrivais pas à le faire. Elle m'a guidée au téléphone et on a réussi à le faire. Merci beaucoup, leader. Merci, merci beaucoup. Donc voilà, on parlait de l'épilepsie et puis voilà, je crois qu'on va recommencer sur le premier diapositive où je disais que le mot épilepsie, ça vient du mot grec epilambanien. Ça vient de ce mot qui signifie attaquer par surprise. Et qu'est-ce qui est attaqué par surprise? On verra dans les prochaines diapositives. Ce qui est attaqué par surprise, c'est une maladie neurologique. Quand on parle d'une attaque par surprise, qu'est-ce qui est attaqué par surprise? Ce sont les neurones. On parle ici d'une maladie neurologique, la plus fréquente après les migraines. Donc, l'épilepsie passe avant les migraines. Quand on fait les pourcentages et tout, beaucoup de gens ont plus d'épilepsie que les gens qui ont les migraines. Elle peut provoquer des crises de convulsions, parfois impressionnantes. Quelqu'un peut avoir une crise d'épilepsie, c'est vraiment le genre dit, mais attends, il est possédé celui-ci, il est envoûté, pourtant ce n'est pas ça, c'est juste une crise d'épilepsie. C'est une maladie qui n'est pas trop sévère hein, chez les trois quarts de personnes. C'est une maladie qui n'est pas trop sévère. OK? Maintenant, le traitement de l'épilepsie, ça peut être considérable. Ça a beaucoup progressé par rapport à avant. Maintenant, ça a beaucoup progressé. Et on voit qu'il y a les progrès dans tout. À la médecine, même dans le domaine automobile, même dans le domaine de la technologie. Vous voyez, à l'époque, les portables, c'était des gros trucs comme ça, là, lourds.
Aujourd'hui, les portables sont légers, fins. Les voitures avant n'avaient même pas de radio. Aujourd'hui, ça met des ordinateurs qui vont vous dire, il faut aller changer l'huile, il faut faire ceci. Et autant la technologie en automobile a évolué dans d'autres trucs mécaniques et tout, ça a également évolué dans le domaine médical, particulièrement dans le domaine de, de la science. On parle ici aujourd'hui de l'épilepsie. Donc, en ce qui concerne l'épilepsie, ça a beaucoup évolué. Ça a beaucoup évolué. Donc, vous voyez, avant, les gens souffraient, ce n'était pas évident d'avoir le traitement, mais maintenant, les traitements sont bien équilibrés, les gens sont bien suivis. Une personne épileptique peut mener une vie normale, alors qu'à l'époque, ce n'était pas évident. Mais maintenant, elle peut mener une vie normale. Elle peut respecter, si elle respecte certaines règles. La discipline va toujours revenir. Il y aura une certaine discipline que cette personne doit avoir, une personne épileptique. Si elle respecte cette discipline, ce mode d'hygiène, elle pourra vivre une vie normale. Donc, cependant, ça peut avoir des répercussions psychologiques, sociales à long terme. Vous voyez, chez l'enfant peut avoir des crises épileptiques. C'est vrai que le traitement a évolué, mais à long terme, dans ses études, dans les formations professionnelles, il peut avoir des difficultés à pouvoir se concentrer, des difficultés à pouvoir accomplir certaines tâches juste parce qu'il a eu ces problèmes d'épilepsie, des crises d'épilepsie dans sa jeunesse. Maintenant, qu'est-ce que l'épilepsie? On a fait la définition de l'épilepsie. On a dit que c'est quelque chose qui vient par surprise. Ça vient attaquer les neurones par surprise. Donc, c'est une maladie qui attaque les neurones. C'est une maladie qui peut nous affecter psychologiquement à long terme. Mais maintenant, qu'est-ce que l'épilepsie en elle-même? L'épilepsie est une maladie neurologique chronique définie par la répétition spontanée des crises provoquée par l'hyperactivité d'un groupe de neurones dans le cerveau. Donc, le cerveau est composé des cellules, des neurones. Et c'est quoi les neurones? Les neurones, ce sont les petites des petits nerfs qui transportent l'électricité. Moi, par exemple, j'avais été diagnostiquée d'une maladie au niveau des neurones, où des neurones chez moi avaient une certaine malformation et on m'avait dit que j'avais quelques années pour être sur le fauteuil roulant. Et c'était une maladie chronique où on avait dit, bizarrement, ils avaient dit que ce n'était que des gens avaient des descendants de blancs ou des blancs, ceux qui ont du sang blanc, qui ont cette maladie. Malheureusement, moi, je n'ai pas de sang blanc à ma connaissance. Même comme je demande à ma mère de chercher même toutes les racines pour savoir d'où sort cette maladie. Donc, je sais parce que c'est les neurones. Et ce sont les neurones qui transportent l'électricité. Autant il y a l'électricité qui nous alimente, même dans notre corps, on a l'électricité, mais qui est transportée par les neurones. Maintenant, chez les épileptiques, les neurones, d'un certain côté de la tête, vous voyez, commencent à être hyperactifs. Au lieu de transporter tranquillement son électricité, ça commence à être hyperactif, ça commence à bouger beaucoup, et directement, la personne va faire une crise épileptique. Et tout ça, c'est localisé au niveau du cerveau. C'est pour ça qu'on parle de maladie chronique. Même la mienne aussi, on avait dit que c'était une maladie auto-immune qui n'allait pas guérir et que j'allais sur fauteuil roulant. Gloire à Dieu, avec les compléments alimentaires d'Etmar, que me voici aujourd'hui, je porte même déjà encore les talons. Vous voyez? Donc, ça veut dire que même avec l'épilepsie, on pourra neutraliser et puis maîtriser ça. Donc, les crises sont soudaines, le plus souvent de courte durée. Les crises d'épilepsie ne peuvent pas durer 1 heure. Quelqu'un ne peut pas être en convulsion, il a la crise d'épilepsie pendant 1 heure. Non, ce sont des crises qui sont très courtes et ça vient soudainement. Et on va parler, je vais vous expliquer dans les prochaines diapositives pourquoi ça vient soudainement, pourquoi ça ne dure pas longtemps et comment on pourra aider une personne. Donc, une personne qui subitement a eu juste une crise d'épilepsie ne peut pas être diagnostiquée d'épileptique. Tu as eu une seule crise dans ta vie, on ne va pas dire que tu es épileptique. Parce que tu peux avoir peut-être eu un accident de circulation, tu peux avoir eu un traumatisme qui
à ce moment particulier où parfois, ça fait en sorte que les neurones soient hyperactifs ou qu'il y a eu une déconnexion et ça te fait une crise épileptique. Donc, pour que tu sois diagnostiqué d'épilepsie, il faut que ces crises soient régulières, que tu aies une série de crises plusieurs fois et maintenant, on pourra te diagnostiquer d'épileptique. Mais une seule fois, tu n'es pas diagnostiqué d'épilepsie. On continue. Quels sont les symptômes de l'épilepsie? Les symptômes de l'épilepsie, une personne qui a l'épilepsie aura subitement une perte de conscience qui va entraîner une chute. Donc, quand ces neurones vont avoir cette hyperactivité et ça va faire comme l'électrochoc, ça vient en surprise directement, la personne va perdre connaissance et la plupart du temps, elle va se retrouver au sol. Pendant qu'elle sera au sol, il y a des salives qui vont couler sous forme de mousse au bord de sa bouche. La personne peut vomir. Donc, les cas sont différents. Chez certaines personnes, ils ne vont pas vomir, mais quand c'est sévère, il va vomir. Et pendant un moment, la respiration va s'arrêter. La respiration va s'arrêter. On peut dire, oh, il est mort. Non, c'est parce que c'est le court-circuit. Le cerveau n'est plus oxygéné et le cœur, pendant un moment, peut arrêter de battre, mais ça va revenir. La personne aura une perte d'urine, donc il va faire pipi sur lui. Donc ça, ce sont les symptômes récurrents. Donc, on a la perte de connaissance entraînant une chute, on a les salives au bord de la bouche, on a les vomissements, on a l'arrêt des urines, l'arrêt de la respiration, la perte d'urine et parfois des formes d'épilepsie que les plus impressionnantes. Donc, quand quelqu'un a une crise très, très sévère, il y aura des hallucinations. La personne peut commencer en disant, je vois des trucs, je vois des démons, je vois ceci. C'est juste des hallucinations, des contractions musculaires dont la personne, son corps devient raide. Vous voyez, la personne aura des fourmillements partout dans son corps. Le regard est fixé. Donc, il peut s'asseoir, il regarde à un seul endroit. On peut croire qu'il est rêveur. Beaucoup de parents disent, oh, l'enfant, s'il aime rêver, hein, il s'assoit, il reste comme ça, il rêve. Non. Si vous avez quelqu'un, un enfant qui est tout le temps, il est dans les nuages, vous le voyez, il est comme ça, il regarde comme ça, il peut avoir une crise épileptique qui est en train de se produire pendant ce temps. Vous voyez? Et parfois, ils ont des gestes répétitifs. Chez certains, vous allez les voir, ils seront comme ça, des gestes répétitifs. Tout ça là, c'est des crises d'épilepsie. Donc, il y a des crises qui ne vont pas t'entraîner à la chute, mais il y a des crises qui vont te faire ça. La personne sera comme s'il va délirer. La personne aura des muscles vraiment tendus, les bras qui seront raides. Il y aura comme des fourmillements, donc il va bouger un peu. Et c'est ces fourmillements qui seront la conséquence des gestes répétitifs. Donc, ça dépend de là où il va sentir les fourmillements et il aura maintenant des gestes répétitifs, un regard fixe. On continue. Le prochain diapositive. Que se passe-t-il dans le cerveau lors d'une crise d'épilepsie? On a parlé de maladies neurologiques. Rentrez d'ici aujourd'hui en sachant que l'épilepsie est une maladie chronique neurologique. C'est une maladie neurologique, donc ça attaque les nerfs et les neurones de la tête qui sont autour du cerveau. Donc, le cerveau est constitué des cellules nerveuses appelées les neurones qui communiquent entre elles par des signaux chimiques et électriques. Je vous ai parlé tout à l'heure de mon cas particulier où on disait que les neurones qui transportent l'électricité avaient une malformation à un niveau et c'est ça qui faisait en sorte que j'avais des violents maux de tête, des maux de tête incroyables. Je pouvais devenir folle. Quand la tête, comment on peut être en train de causer, j'ai dit, aïe, c'est comme si on m'a tapé un marteau à la tête et la douleur se répandait dans ma tête comme un tourbillon. Donc, c'est pourquoi, parce que les signaux électriques qui devaient arriver au niveau des neurones étaient interrompus. Et c'est la même chose chez les épileptiques. Donc, les signaux électriques qui doivent arriver au niveau des neurones sont interrompus. Et voilà, il n'y a pas de communication, manque d'oxygène, manque d'électricité et la personne va faire une crise. Lorsqu'un groupe de neurones est soudain, pour une raison ou une autre,
Et je vais vous donner les raisons qui peuvent faire en sorte que quelqu'un entre dans une crise d'épilepsie. Le signe d'une activité électrique excessive et désorganisée. Donc, c'est pour ça que je vous disais que moi, ma tête, la douleur venait après comme le tourbillon. Donc, je ressens la douleur d'un côté et directement, la douleur commence à tourner, tourner dans ma tête partout. Je ne peux même pas te dire où j'ai mal. C'était vraiment, vraiment inconfortable et bizarre. Donc, ça commence à venir être désorganisé. Vous voyez, les signaux chimiques électriques commencent à être désorganisés et cette activité électrique va se propager aux zones du cerveau avoisinant les nerfs. Ça va venir avoisiner tout ce qui est autour du cerveau. Ça va venir perturber ça et ça va venir créer un dysfonctionnement. Tout se passe comme si le cerveau soudain soumis à un orage électrique. Voilà, c'est de ça que je parlais. C'est vrai que moi, je n'avais pas l'épilepsie, mais j'avais ce problème neurologique qui attaquait les neurones. Donc, les symptômes que j'avais, les douleurs que j'avais, c'est ce qu'un épileptique va ressentir également. Parce que là, on parle de deux maladies différentes, mais on parle de deux maladies qui attaquent le même organe, qui attaquent les mêmes cellules, qui sont quoi? Les neurones. Donc, c'est pour ça que je peux comprendre quand on parle d'un dysfonctionnement, quand on parle de la désorganisation, de la propagation de l'électricité dans les neurones et ça vient entourer le cerveau, ça vient commencer à faire comme un tourbillon, un dysfonctionnement, ça vient déranger tout à l'intérieur de la tête là-bas. Ça fait comme un orage électrique dans votre tête. Vous voyez? Et ceci va gâter le fonctionnement normal. Ça va perturber le fonctionnement normal. Et maintenant, on va parler d'une crise épileptique après quelques minutes. Parce qu'après quelques temps, ça prend seulement quelques temps, directement, le cerveau est mélangé, il y a chamboulement dans la tête, l'électricité, c'est partout, tout est embrouillé et on va faire une crise épileptique. Et une fois que tout ça, l'orage là, va se calmer, la personne aussi va se calmer. Donc la crise va passer soudainement. Si vous avez bien observé, vous avez déjà vécu une scène d'épilepsie, ça ne dure même pas 5 minutes. Ça ne dure pas 5 minutes. Et après, la personne elle s'apaise et elle devient extrêmement fatiguée. C'est la suite de ça. Bon, là, selon les zones du cerveau où se produit cette hyperactivité électrique, les symptômes seront différents. L'épilepsie est dite partielle ou focale. Du latin foyer, donc foyer, quand c'est focal, donc c'est à un endroit. Quand c'est partiel, donc ça vient, c'est vraiment léger. Vous voyez, lorsqu'une partie seulement du cerveau est l'objet de cette activité électrique. Chez certains, c'est toute la tête. Chez d'autres, c'est un seul côté. On parle de partiel ou focal. Donc, c'est à un seul endroit où cette hyperactivité du cerveau, l'orage électrique va venir se propager. Mais elle peut aussi être dite généralisée lorsque l'ensemble du cerveau est touché. Partiel, c'est un seul côté. Généralisé, maintenant, c'est quand ça fait le tourbillon, comme je vous parlais de moi-même, mes douleurs qui viennent sur toute la tête. Pourtant, à l'origine, la douleur vient d'un seul côté et après, ça commence à se propager partout. Ainsi, il y a une épilepsie, il y a plusieurs types d'épilepsie, hein, mais de multiples formes. Il y a une seule épilepsie, mais différents types d'épilepsie. Comme on a le diabète, on a la glycémie, mais on a deux types. On a le diabète type 2 et diabète type 1. Mais à l'origine, on parle d'abord du diabète, qui est la glycémie, le sucre. Maintenant, on va parler de deux catégories. Mais en ce qui concerne l'épilepsie, on a multiples formes d'épilepsie. C'est caractérisé par plusieurs critères, dont leur cause, leur localisation dans le cerveau, l'âge des débuts de la maladie et leur évolution bénigne ou sévère. La prochaine diapositive, on va parler, mais on va commencer maintenant par le type. Qui est touché par l'épilepsie? L'épilepsie peut débuter à tout âge. On peut ne pas avoir eu l'épilepsie toute notre vie, mais à la vieillesse, on commence à avoir l'épilepsie.
Elle apparaît cependant plus fréquemment aux âges extrêmes de la vie, donc un peu chez les vieillards, chez l'enfant et chez les personnes âgées. Donc, vous voyez les âges extrêmes. Donc, on a la petite enfance et les seniors. Donc, les seniors sont plus prédisposés. Pourquoi les seniors sont prédisposés? Parce que les cellules ont commencé à être endommagées, les cellules ne sont plus nourries, leur mode de croissance a diminué, donc ils sont prédisposés à une épilepsie. Donc, cependant, la moitié des gens qui ont l'épilepsie, c'est pendant l'enfance. Chaque année, environ 4000 nouveaux cas sont diagnostiqués. Chaque année, plus de 4000 personnes sont diagnostiquées d'épilepsie. Et je vais vous dire pourquoi. Il y a des gens qui ont eu des traumatismes, des accidents de circulation graves où leur tête a été touchée. Après, ils ont guéri, mais ils vont rester avec des séquelles qui seront quoi? L'épilepsie. Alors qu'ils n'avaient pas ça avant. Maintenant, chez les seniors, l'épilepsie peut être provoquée par les lésions du cerveau. Par exemple, à la suite d'un accident cardiovasculaire, dont les gens qui ont eu l'AVC, prenez vraiment bien soin d'eux parce qu'après, ils peuvent avoir comme répercussion l'épilepsie, surtout l'AVC hémorragique. S'il est sorti de l'AVC hémorragique, le nerf s'est tellement tendu, le vaisseau s'est tendu, il s'est rompu et quand il s'est rompu, vous avez fait une hémorragie cérébrale et maintenant les parties où il y a eu cette hémorragie, les neurones peuvent avoir été touchés ou cette partie du cerveau peut avoir été touchée. Maintenant, il ne sera plus alimenté, l'électricité ne pourra plus arriver là-bas facilement et de temps en temps, on pourra faire des crises d'épilepsie ou des gens qui ont souvent eu les tumeurs au niveau du cerveau. Les tumeurs, là également, ça peut à long terme, quand il devient un peu plus âgé, ça peut causer des crises d'épilepsie. Cependant, pour être de la moitié des cas d'épilepsie chez les personnes âgées. Donc, chez les personnes âgées, on a les cellules qui ont été endommagées, une lésion du cerveau qui a été endommagée. On a également l'AVC, ceux qui ont eu l'AVC, ceux qui ont eu des tumeurs au niveau du cerveau. À l'âge junior, ça peut leur causer d'épilepsie. Maintenant, on va parler des différentes formes d'épilepsie. J'ai dit qu'il y a une seule épilepsie dans un diapositive, celui d'avant, celui-ci, mais qu'il y a plusieurs formes d'épilepsie. L'épilepsie correspond à une activité électrique anormale dans le cerveau qui se traduit par des crises dites épileptiques. J'ai parlé de ça tout à l'heure. Les neurones ne sont pas bien alimentés, il y a un dysfonctionnement, il y a une hyperactivité chimique de l'électricité et directement, ça peut attraper un côté, on va parler de l'épilepsie partielle ou alors ça peut attraper tout le cerveau où on va parler de généralisée. Ces crises ne sont pas toutefois identiques. Les crises ne sont pas toujours identiques parce que si tu as une épilepsie partielle, les symptômes, les crises seront différentes de si tu as une épilepsie généralisée. Donc, ça sera différent. Et selon la forme et l'intensité, on distingue plusieurs types. Leur répétition spontanée définit l'épilepsie et il est important que l'entourage puisse décrire les symptômes. Quand vous êtes avec quelqu'un qui a l'épilepsie ou qui souffre de l'épilepsie, ou si vous entrez en contact avec un prospect qui vous dit j'ai mon enfant épileptique ou j'ai mon mari, essayez de prendre les informations chez le proche de celui qui a l'épilepsie et lui demander quels sont les symptômes, comment est-ce que ça déclenche, quels sont les signes précurseurs pour que vous puissiez aider même le neurologue, pour que le neurologue même puisse vous donner le traitement approprié, puisse vous suivre, puisse diagnostiquer quel type d'épilepsie vous avez. C'est vous qui devez donner les symptômes, c'est vous qui devez observer. Vous voyez, à chaque crise, il faut toujours observer. Sinon, prendre même un notebook et noter que la dernière crise, il a fait comme ça, et avant que la crise ne commence, voilà ce qui s'est passé avant. Et comme ça, vous aurez une bonne prise en charge.
Les crises d'épilepsie partielle, j'ai parlé tout à l'heure de partielle ou généralisée. Maintenant, on va parler des crises partielles. La crise partielle, c'est lorsque l'hyperactivité électrique touche rien qu'une zone localisée du cerveau, sans s'étendre sur tout le cerveau. Donc, ces crises partielles sont dites simples lorsqu'elles provoquent des symptômes comme de l'hallucination. Et quand c'est partiel, parfois, on ne peut pas savoir. Vous avez l'enfant, il commence à halluciner, il commence à dire des choses un peu bizarres. Vous voyez, vous ne comprenez pas ce qu'il dit, il raconte, il délire. Certaines personnes vont appeler ça le délire, qu'il est en train de délirer, mais en termes médicaux, on va parler des hallucinations. Tous les sens peuvent être touchés, c'est-à-dire le toucher. Quand on parle des sens, on parle du sens du toucher, de l'odorat et tout ça là. Tous ces sens peuvent être touchés. Il aura des contractions musculaires, il aura des fourmillements dans les membres ou des bouffées d'émotions inattendues. Il va commencer subitement à avoir très, très chaud ou il va commencer à pleurer, les émotions, il va commencer à pleurer ou il va commencer à beaucoup rire. Ça, ce sont des bouffées d'émotions inattendues. Donc, du coup, comme ça, il commence à halluciner et du coup, il commence à rire, il commence peut-être à se gratter parce qu'il y a des fourmillements partout au niveau de ses membres. La crise partielle est parfois dite aussi complexe lorsqu'elle se traduit également par un regard fixé. Comme je vous ai dit tout à l'heure, quelqu'un assis commence à halluciner et il regarde à un seul endroit, il fixe cet endroit. Vous voyez que son regard n'est pas un regard normal. C'est un regard qui est perdu, c'est un regard profond, perdu. Il fixe et il a des gestes répétitifs sans raison d'être. Sans raison d'être, il commence à avoir le même geste répétitif, ainsi qu'une impossibilité de se souvenir clairement de ce qui s'est passé. Donc, lorsque quelqu'un a une épilepsie partielle, il peut avoir ce problème de regard fixé, il peut avoir des gestes répétitifs, mais il ne va pas se rappeler de ce qui s'est passé. Donc, tous les gestes qu'il a faits, tous les fourmillements qu'il avait, toutes les hallucinations, il ne va se rappeler de rien. Rien. À la fin, tu vas lui dire, mais tu faisais ceci, tu disais ceci, dis-moi. Il ne va pas se rappeler parce que la portion du cerveau qui a été atteinte à ce moment où il y a eu l'hyperactivité électrique, en ce moment particulier, le cerveau là annule, ça n'enregistre rien. Rien n'est enregistré et du coup, il ne se rappelle plus de rien. Maintenant, on va parler des crises d'épilepsie généralisées. Généralisées, c'est-à-dire, ça a pris l'hyperactivité électrique a envahi tout le cerveau. Et maintenant, ces crises d'épilepsie dites généralisées, lorsque l'hyperactivité électrique s'étend dans sa zone d'origine et l'ensemble du cerveau. Ça prend tout l'ensemble du cerveau. On distingue 4 types de crises d'épilepsie généralisées. 4 types. Certaines personnes épileptiques ressentent les symptômes annonciateurs de la crise, dont certains sentent que c'est en train d'arriver, qu'il va faire une crise épileptique. Ça, c'est des gens qui ont déjà pris conscience de leur maladie. Bon, maintenant, quand ils sentent ça, le phénomène sont comment l'aura. Ils commencent à avoir un certain signe d'aura. Ça peut se traduire par des hallucinations. Ils peuvent sentir que non, je commence à avoir des hallucinations. Ils commencent à être très nerveux. Il y a la nervosité. Ils commencent à être irrités. Il a un sentiment de peur et l'impression du déjà-vu. Donc, l'impression du déjà-vu, c'est-à-dire, il va se rappeler que mais ça m'est déjà arrivé. Le fait que je suis en train d'halluciner, le fait que je suis nerveux, j'ai peur de tout. Voilà, il a cette impression de déjà-vu. Ça, c'est quand c'est généralisé. Donc, chez certaines personnes, il y a des signes précurseurs. Donc, ça, c'est pour des gens qui sont attentifs. Mais pour ceux que eux-mêmes ne savent pas, mais quand tu as un proche qui a déjà eu ça et que tu connais, quand tu vas voir qu'il commence à parler un peu de n'importe quoi, il commence à être nerveux, il commence à être un peu brutal, agité, tu peux le prendre, tu le calmes, tu le mets dans un endroit sûr
calme où, même si la crise arrive, il ne va pas se blesser, il ne va pas tomber, il ne va pas se heurter. Donc, il faut vraiment être vigilant. On a les absences généralisées. Je vous ai dit qu'il y avait 4 types d'épilepsie généralisée. On a les absences généralisées, autrefois appelées petits mal. Ça touche essentiellement les enfants entre 5 à 12 ans. Tout le monde, soyons vraiment attentifs ici. Les absences généralisées, le petit mal, ça touche les enfants entre 5 à 12 ans. Il s'agit d'une crise d'épilepsie sans convulsion, dont l'enfant entre 5 et 12 ans qui a une épilepsie nommée absence généralisée, le type d'épilepsie qu'il a, c'est l'absence généralisée, n'aura pas de convulsion. La personne perd le contact avec l'entourage pendant quelques secondes. Vous allez voir, certaines personnes vont dire l'enfant s'il est trop distrait. L'enfant, si il est toujours dans les nuages, il est toujours en train de rêver. Si vous avez un enfant qui est dans cette tranche d'âge, que vous constatez que de temps en temps, vous êtes comme ça avec lui, il est ailleurs. Ou alors, l'enseignant vous dit, on vous apprend, on vous dit, votre enfant, si parfois, c'est un grand rêveur. Parfois, il n'est pas là, il est là comme s'il n'est pas là. Ça, c'est pendant quelques secondes. Son regard est dans le visage et il ne peut même pas cliquer les paupières. Vous voyez? Donc, il regarde comme ça, il ne clique même pas les paupières. Un regard vague. Prenez bien les symptômes ici. Un enfant il se perd. De temps en temps, il est dans les vapes, il est dans les nuages. Il n'est pas avec vous. Vous lui parlez, même il n'est pas là. Il a un regard vague, c'est-à-dire il regarde à un endroit, vous sentez que vraiment, ou c'est la distraction, ou c'est quoi, et il ne peut pas cliquer les paupières. Commencez déjà à prendre ça au sérieux. Observez-le. Ce phénomène peut se répéter plusieurs fois par jour ou parfois pendant des heures. Donc, pendant 1 heure, il peut être dans les vapes plusieurs fois. Il peut avoir ce regard fixé. Il peut être déconnecté plusieurs fois. N'accusez pas cet enfant de têtu. N'accusez pas cet enfant d'un enfant hyper distrait ou d'un enfant hyper actif. Non. Prenez ça au sérieux. Essayez de l'amener voir un neurologue. Les parents et les enseignants, parfois, pensent que l'enfant est un rêveur ou que parfois il est dans la lune. Ce n'est pas un rêveur. Donc, prenez ça au sérieux. Si vous avez un enfant entre 5 à 12 ans, ça c'est l'intervalle où l'absence généralisée arrive. Et l'absence généralisée, c'est quoi? C'est que pendant quelques secondes, son cerveau a eu cette hyperactivité et en même temps, d'un coup, comme ça, tout est obscur, tout est parti. Donc, il est vide. Il est vide. C'est ça qu'on appelle absence généralisée. Donc, en ce moment précis, le cerveau n'enregistre rien à cause de l'hyperactivité électrique dans le cerveau. Maintenant, on a les crises tonico-cloniques. Excusez-moi, aujourd'hui, on va utiliser quelques termes médicaux, mais on n'a pas le choix. Vous n'êtes pas obligé de retenir les termes, mais vous êtes obligé de retenir les symptômes. Parce que si quelqu'un te dit j'ai l'épilepsie, ou alors j'ai un enfant qui réagit comme ça, quels sont les compléments? Parce que beaucoup de parents viennent dire, l'enfant est hyperactif, l'enfant c'est un rêveur, l'enfant si c'est comme ça, qu'est-ce que je peux lui donner? On peut prévenir ça en commençant à lui donner les compléments de HealthMark International. Et ça va venir régulariser, oxygéner le cerveau et tout ça. Donc, la crise tonico-clonique, c'est une crise, les crises qui viennent à l'esprit. Lorsqu'on pense à l'épilepsie, donc quelqu'un qui est souvent en épilepsie, parfois il reste comme ça, il pense à la crise d'épilepsie et c'est là où ça peut lui arriver. Autrefois, on appelait ça grand mal. Pour les enfants, l'absence généralisée, on appelait petit mal. Maintenant, tonico-clonique, on appelle ça le grand mal. Elle peut se traduire par une perte de conscience.
Donc, Ouais. tonico-clonique, Je veux on quoi? perd la conscience, Je veux on a des quoi? convulsions. Le petit Ouais. mal généralisé, on n'a pas de Ce euh, soir. carotte en micro, on n'a pas de convulsions. Vous voyez? Donc maintenant, on a le grand mal, ça peut se manifester par une perte de conscience. Et la perte de conscience va entraîner quoi? Une chute. Rappelez-vous dans le diapositive d'avant, la perte de connaissance venait pourquoi? Parce que le cerveau, la lésion du cerveau, si c'était partiel, la lésion du cerveau avait reçu une hyperactivité électrique et directement, le cerveau, là, ça devient blanc à cet endroit directement, on a une perte de conscience et on fait une chute. On a des convulsions, on a l'apparition des baves au bord des lèvres. Vous voyez, les vomissements, une perte d'urine, une perte de sel. Donc, ça, c'est une crise d'épilepsie un peu sévère. Elle est sévère parce que lorsque l'hyperactivité de nos neurones, l'hyperactivité électrique atteint nos neurones, c'est tellement violent, ça vient par surprise, ça fait comme un électrochoc, la personne va perdre conscience, elle va faire une chute, elle va convulser parce que dès qu'elle chute, elle va convulser, le corps va trembler, elle aura l'apparition des baves au niveau des bords des lèvres, elle va vomir, elle va perdre les urines et elle va même faire les selles sur elle-même. Ça peut aller jusqu'à l'arrêt de la respiration. Vous voyez, ça peut arriver au niveau de l'arrêt de la respiration. Une fois que la respiration va s'arrêter, le visage de la personne, le corps va commencer à devenir un peu genre bleu ou grisâtre. C'est ce qui va arriver. Mais après, la personne pourra se remettre parce que ça prend quelques temps. Donc, les crises tonico, là, la suite de ça, en plus de ça, qu'est-ce qu'elle peut avoir comme d'autres crises? Ça enchaîne des périodes de contraction musculaire intense, une phase tonique. Donc, pendant qu'elle est au sol, les muscles commencent à devenir raides, les muscles sont tellement tonifiés. Vous voyez, contractés, les muscles contractés, et c'est une période de confusion ou de phase qui est vraiment sévère. Lorsque la personne reprend conscience, elle est désorientée, elle est extrêmement fatiguée et elle éprouve un effort. Elle a besoin de dormir. Pourquoi? Parce que pendant cette période de peut-être 5 à 6 minutes, elle a dépensé beaucoup d'énergie. La convulsion, ça secoue tout le corps. Les vomissements, les pertes d'urine, les baves, les pertes de sel, les douleurs musculaires, les contractions musculaires sévères, tout ça là, ça va fatiguer la personne. La respiration coupée, ça va fatiguer la personne. Et quand elle va se remettre, elle sera extrêmement fatiguée. Les crises myocloniques, ça c'est la troisième crise, le troisième type d'épilepsie. On a parlé de l'épilepsie, le petit mal qui est l'absence généralisée. On a parlé de tonico-clonique. Maintenant, on parle de myoclonique. Donc, les crises myocloniques se traduisent par des secousses musculaires brusques et répétées au niveau des bras et des jambes. Donc, ce sont des secousses musculaires vraiment brusques et répétées au niveau des bras et des jambes. Ça survient essentiellement au réveil. Donc, quand la personne vient de se réveiller, subitement, il a les bras qui bougent, les jambes qui bougent et on appelle ça les crises myocloniques. Les personnes s'en rendent compte et peuvent lâcher des objets à tomber. Donc, quand ça arrive et que la personne, par exemple, tient un verre, le verre ne peut pas tenir, il ne peut pas tenir le verre, les mains tremblent tellement, les pieds tremblent tellement que le verre va tomber et va se casser. Cette crise d'épilepsie s'observe par exemple chez un adolescent qui renverse de façon involontaire son verre de jus, de fruits ou un bol de chocolat ou un petit truc. Parfois, on a des enfants, le matin quand ils se réveillent, doivent aller faire le petit déjeuner. Tu te rends compte qu'ils cassent tout. Tout se verse, tout ce qui touche tombe. Tu dis, oh, toi, tu n'es pas concentré, tu es très agité, tu es trop ceci. Si c'est récurrent, allez voir un neurologue. Si c'est récurrent, allez faire consulter l'enfant.
Parce qu'aucun enfant ne veut casser un verre les matins. Aucun enfant ne veut verser son jus. Il veut prendre un verre de jus et il le verse. Aucun ne veut faire son bol de céréales ou son bol de chocolat et le verser. Aucun ne veut. Donc, ça arrive chez les adolescents. Prenons-en conscience et puis essayons d'aller les faire examiner. La dernière crise, ce sont les crises atoniques. Ce sont les crises les plus rares. Elles se traduisent par une perte soudaine de tonus musculaire. Donc, ça arrive souvent chez les gens. Il est en train de marcher directement. Ses muscles deviennent faibles et il tombe. Donc, il fait des chutes. Vraiment, il s'affaisse. Donc, il ne peut pas rester debout. Il va se retrouver au sol. Pendant quelques secondes, il reprend la crise est passée et la personne se relève et elle continue à marcher sans problème. Donc, parce que ça affecte les membres, les muscles, les bras, les jambes. À un moment donné, les muscles s'affaiblissent parce que les neurones n'ont plus assez d'électricité, il n'y a pas d'oxygène et directement, on fait cette crise-là. Maintenant, on a parlé des 4 types d'épilepsie. Maintenant, on va parler de que faire face à une crise d'épilepsie. Il est important d'arrêter une crise d'épilepsie qui a débuté et il faut donc la laisser passer. Donc, ce n'est pas la peine de vouloir l'arrêter. Laissez-la, elle va passer. Vous voyez, ça va soudainement passer. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Les choses à faire en cas d'épilepsie. Si tout le monde pouvait noter ça ou alors faire un screenshot, ça sera vraiment, vraiment bien parce que ça, c'est ce qui pourra aider quelqu'un. Si vous connaissez quelqu'un, dites que je connais quelqu'un ou vous êtes quelque part, parce que ça peut arriver, vous êtes même à l'église et quelqu'un à côté de vous est en train d'avoir une crise d'épilepsie. Que faire? Au lieu de paniquer, crier, que faire? Vous devez placer la personne d'une position latérale, c'est-à-dire de côté. Vous placez la personne d'une position latérale, la sécuriser, donner de l'espace pour éviter les risques de blessures. Parce que la plupart d'épilepsies, certaines personnes, elles se retrouvent à côté du feu, certains sont tombés dans le feu, ils se sont brûlés, d'autres sont tombés dans les mamies chaudes, d'autres sont tombés, ils ont cassé la tête et tout. Donc, quand il y a une crise d'épilepsie et que vous voyez que la personne est en train de partir, ramenez-la dans un endroit, couchez-la de façon latérale et enlevez tout ce qui peut être comme obstacle, comme danger à côté d'elle qui peut la blesser. Ses vêtements, s'il a peut-être une chemise ou une cravate ou quoi que ce soit, déboutonnez, desserrez ses vêtements, desserrez ses vêtements. Placez, si possible, un vêtement rempli sous sa tête. Vous prenez des choses ou un oreiller ou des vêtements remplis, vous mettez sous sa tête. Vous pouvez élever sa tête si besoin. S'il a des lunettes, enlevez ses lunettes. Restez auprès de la personne et laissez-la récupérer. Donc, vous êtes assise à côté de la personne que vous avez couché de profil sur le côté, pas sur le dos, de façon latérale, donc c'est sur le côté. La personne est couchée sur le côté, vous restez à côté d'elle, vous la déboutonnez, vous desserrez ses habits parce qu'elle a besoin d'être aérée. N'oubliez pas, les crises font arrêter la respiration. Donc, s'il porte encore un vêtement trop serré, ce n'est pas bon. Mettez des vêtements en bas de sa tête pour surélever légèrement sa tête. Ça peut être intéressant. Il peut être intéressant pour le médecin de noter la durée des crises. Donc, quand quelqu'un fait une crise chronométrée, de combien de temps à combien de temps? Et comme ça, quand vous allez amener la personne à l'hôpital, vous pouvez dire ces crises durent de tel temps à tel temps et ça va aider un bon diagnostic et ça va aider également à avoir un bon traitement. C'est qu'il faut toujours continuer à faire les choses à ne pas faire en cas d'épilepsie. À ne pas faire. Ne transportez pas la personne. Laissez-la au sol. Ne la transportez pas. Sauf si elle se trouve dans un lieu dangereux. Si elle est dans un lieu dangereux où il y avait peut-être des tessons de bouteilles ou des cailloux ou à côté du feu ou des trucs, peut-être oui. Mais soyez faites vraiment attention. Soyez méticuleux. Mais si la personne n'est pas dans un endroit qui est dangereux, laissez-la. Au lieu de retournez-la seulement du côté latéral.
Il ne faut pas gêner ses mouvements. Il faut lui donner des médicaments ou à boire pendant la crise. Ne lui donnez pas. Ça, ce sont des choses à ne pas faire. La personne est en pleine crise. Ne lui donnez rien à boire. Ne lui donnez aucun médicament. Laissez la crise passer. Je vous ai dit que c'est une hyperactivité électrique au niveau du cerveau. Ça va passer. C'est comme quand tu as un électrochoc. Tu as les sensations d'électricité quelque temps. Après, ça va passer. L'idée selon laquelle la personne peut avaler sa langue et s'étouffer est fausse. Outstanding morning at Makers. Beaucoup de gens disent donnez-lui quelque chose, sinon il va avaler sa langue. Je vous dis aujourd'hui que les recherches disent que c'est faux. Cette idée n'est pas vraie. Ne mettez pas vos doigts dans sa bouche, car il y a un risque qu'il va vous mordre. Donc, ne mettez pas les doigts dans la bouche sous prétexte qu'il va avaler sa langue. Vous voulez aller tirer sa langue, ne tentez pas. Il va vous couper votre doigt. Il va vous mordre et il va couper votre doigt. Je répète, ce qu'il ne faut pas faire quand quelqu'un est en crise d'épilepsie, le transporter. Ne le transportez pas, sauf s'il est à côté du feu ou à côté de la route où une voiture peut passer, un endroit vraiment dangereux. Ne gênez pas ses mouvements. Laissez-le faire ses mouvements. S'il a des mouvements répétitifs, laissez-le faire ses mouvements répétitifs. N'empêchez pas qu'il fasse ses mouvements. Laissez-le. Ne lui donnez pas de médicaments. Ne lui donnez pas de l'eau à boire. Ne lui donnez pas de jus. Ne lui donnez rien. Ne mettez pas vos doigts dans sa bouche parce qu'il va vous mordre. Ne mettez pas vos doigts dans sa bouche. Donc, ça, ce sont des trucs qu'il ne faut vraiment pas faire. Si après, vous voulez que je reprenne le diapositive ou ce qu'il faut faire pendant la crise d'épilepsie, vous pouvez me dire ça après et on pourra revenir sur ce diapositive. Doit-on appeler un médecin ou les pompiers en cas de crise d'épilepsie? Ce n'est forcément pas nécessaire si l'on sait que la personne est épileptique. Par contre, cela est fortement recommandé. Ce n'est pas nécessaire, mais vous pouvez appeler les pompiers. Mais si vous savez que la personne est épileptique, ce n'est pas nécessaire parce que vous savez quoi faire. Vous savez qu'il ne faut pas le déplacer. Vous savez qu'il faut le placer d'une façon latérale. Mais si vous ne savez pas et que ça vous a pris de surprise, vous pouvez appeler les pompiers. Mais le temps que les pompiers arrivent, la crise sera même déjà passée. Si la crise dure plus de 5 minutes, peut-être vous pouvez appeler les pompiers. Si elle se répète, si la crise se répète, OK, sans retour à la normale, dans l'intervalle, donc il a eu la crise, 5 minutes après ça revient, 5 minutes après ça revient, donc il n'arrive pas à se ressaisir, là encore, vous pouvez appeler un pompier. Si la personne ne reprend pas conscience, dans les 10 minutes qui suivent, appelez les pompiers, appelez de l'aide, appelez l'ambulance. Si elle s'est blessée, vous devez appeler l'ambulance. Dans quel cas appeler l'ambulance? Si la crise épileptique dure plus de 5 minutes, si elle se répète sans retour, si elle est répétitive, la crise est répétitive, dans les 1 heure qui suivent, ça continue, vous pouvez appeler de l'assistance. Si la personne ne reprend pas conscience après 10 minutes, appelez de l'aide. Et si elle est blessée, appelez de l'aide. Mais sinon, si dans les 3, 4, 5 minutes c'est revenu, there's no need. Ce n'est pas la peine. Peut-on prévenir les crises d'épilepsie? La plupart du temps, les personnes qui souffrent d'épilepsie n'identifient pas souvent les signes déclencheurs de leur crise. Mais il existe des facteurs qui semblent augmenter les risques de crise. Moi, je connais par exemple une dame à l'église. Elle a eu sa crise d'épilepsie une fois à l'église, mais elle savait que ça pouvait arriver parce qu'elle n'avait pas assez dormi. Elle était fatiguée. Donc, qu'est-ce qui peut augmenter les possibilités d'avoir les crises? Le manque de sommeil, la fatigue, le stress, les efforts physiques intenses, les émotions fortes.
qu'elles soient positives ou négatives. Ces émotions fortes peuvent provoquer une crise d'épilepsie. La chaleur, la fièvre, quand il fait trop chaud ou quand ils ont la fièvre, la grippe, ça peut provoquer la température, ça peut provoquer les crises d'épilepsie. Le bruit de la musique à fort volume. N'oubliez pas qu'ici, on parle des neurones. Donc, ces bruits peuvent aller retentir dans le cerveau. Ça va maintenant venir rendre l'électricité hyperactive et ça peut venir causer une crise. La lumière, les clignotants, la lumière qui clignote tout le temps, ça peut provoquer les crises d'épilepsie. Les jeux vidéo, les écrans, dont les enfants qui sont prédisposés ou qui ont l'épilepsie, enlevez-les des écrans. Ne leur donnez pas tout le temps les tablettes, les téléphones qui sont addicts. Ils auront plusieurs fois, ils auront des crises répétitives. Les boîtes de nuit. Oh, ceux qui aiment alors les boîtes de nuit, on va faire comment? Mais aussi la conduite sur une route bordée d'arbres. Vous savez que quand vous roulez, où il y a beaucoup d'arbres, les arbres là, ça fait un reflet. Ça fait un reflet et ces reflets-là peuvent aller créer de l'hyperactivité électrique dans la tête, le cerveau, et ça peut créer des blocages, des effets de stroboscopie. C'est ça, l'effet de stroboscopie où ils voient les arbres passer, et ça peut causer une crise d'épilepsie. On a également les fièvres et tout ça, donc ça peut causer l'épilepsie. Maintenant, on va continuer, on va bientôt finir. Les aspects psychologiques de l'épilepsie chez l'enfant. Chez l'enfant, on peut avoir des abcès. Qu'est-ce que ça peut faire psychologiquement dans le mental de l'enfant? Dans certaines formes bénignes, quand on parle bénigne, c'est-à-dire que c'est encore au début, ce n'est pas encore dangereux, comme par exemple, on a des cancers qui sont bénins, donc c'est dormant. Voilà, c'est le mot que j'ai cherché. Quand on parle de bénin, quelque chose qui est bénigne, ça veut dire que c'est encore dormant, ce n'est pas encore dans le stade où on fait la maladie. Donc, dans certains cas bénignes de l'épilepsie, chez l'enfant, il peut exister des troubles de l'attention. Vous avez des enfants qui ne sont pas attentifs, des enfants qui ne sont pas posés, des enfants qui ont une certaine instabilité, des enfants qui ne parlent pas vite, les enfants qui ont des problèmes de langage, ils ont un retard dans le langage. On parle de l'épilepsie bénigne chez ces enfants. Mais ce sont des troubles parfois qui sont transitoires. Parfois, ça peut passer d'un stade de la vie à un autre stade. De plus, certains anticipants, ça peut être responsable d'un ralentissement de l'activité intellectuelle. Certaines personnes disent, mon enfant n'est pas intellectuel, mon enfant n'est pas ceci. C'est à cause de ce problème d'épilepsie bénigne. À cause de ça, ça aura un problème psychologique, même dans ses études, dans la concentration, au niveau intellectuel, l'enfant peut avoir ça. Les enfants ont alors besoin de plus de temps pour effectuer certaines activités scolaires. Vous allez voir, moi, j'ai fait dans l'enseignement. Dans l'enseignement, il y a des enfants que pour qu'ils puissent écrire 2 lignes sur ça, donc, par exemple, on dit, on a un grammaire, il faut écrire. On dit, par exemple, parler de votre week-end. Certains enfants, pour qu'ils écrivent 2 lignes, ça va leur faire toute une semaine. Chez d'autres enfants, en quelques minutes, ils ont fini. Chez d'autres, ça va leur prendre beaucoup de jours. Donc, les 2 lignes-là, chaque jour, il peut écrire seulement 2 mots. Chaque jour, il peut seulement écrire 2 mots. Donc, ils ont une certaine lenteur pour faire certaines activités. Par exemple, même s'habiller. Vous allez voir certains enfants, ils ont même 9 ans, ils n'arrivent pas à s'habiller. Oh, maman a tout fait, maman a tout essayé. Mais essayez d'aller consulter. Si vous êtes un héros, quand les enfants ont certains ralentissements, ont certaines difficultés, il y a de l'aide. Les enseignants, la plupart du temps, captent et essayent de mettre en place de l'aide. Nous, les parents africains, malheureusement, on n'aime pas souvent avoir de l'aide parce qu'on pense que c'est un tabou, parce qu'on pense que c'est une faiblesse. Donc, s'il y a des parents ici qui ont des enfants, qui ont ces petites difficultés, je ne dis pas forcément que ça peut être l'épilepsie, mais je dis également que ce n'est pas à négliger. Ça peut encore être bénin. Donc, plus on va prendre ça à l'état de bénin, maintenant, on pourra
récupérer l'enfant le plus rapidement possible. On pourra lui donner une assistance afin qu'il puisse rebooster ou renverser cette situation. Les aspects psychologiques chez l'adolescent. Chez l'adolescent, on aura des troubles intellectuels liés à l'épilepsie, c'est très rare. Chez les adolescents, les troubles intellectuels, c'est rare. Mais un adolescent épileptique, il souffre d'un retard scolaire et de troubles de caractère. La plupart du temps, même dans les pays occidentaux, on a parfois des mauvais diagnostics. Parce que parfois, on va dire qu'il souffre de l'hyperactivité. Il est trop actif. Il est trop ceci. On va lui donner maintenant des stéroïdes, des calmants, machin, alors que ce n'est pas de ça qu'il souffre. Mais si tu as une petite connaissance, tu vas dire au médecin, oui, tu peux dire que ça peut être vrai, mais est-ce qu'on ne peut pas faire d'autres tests pour voir si ce n'est pas de l'épilepsie, s'il n'a pas souffert de l'épilepsie d'un stade bénin? Mais il n'y a pas de crise, ils n'ont plus de crise. À l'âge d'adolescent, les crises sont passées. Peut-être il a eu ses crises entre 5 et 12 ans. Maintenant, il est adolescent, 15, 16 ans. Il n'a plus de troubles, mais ça l'a affecté déjà intellectuellement. Il pourra rencontrer des difficultés dans les formations professionnelles ou dans les stages professionnels. Il a même fini. Il commence à travailler même. Il y a des gens, ils ne peuvent pas s'asseoir, se concentrer. Ils ont des difficultés à analyser même quelque chose, des difficultés à réaliser, à faire tout ce que les collègues vont faire ou les camarades de classe, eux, ils auront des difficultés à faire. Et quand ils auront ces difficultés, voyant que tous leurs camarades, tous leurs promotionnaires peuvent le faire, ça peut les frustrer et ça aura un impact psychologique. Ça va faire en sorte qu'il va perdre son estime personnelle, il va perdre la confiance en lui-même. Et vous voyez un adolescent qui perd la confiance en lui-même, qui perd l'estime personnelle, qu'est-ce que ça va entraîner? Une dépression. Une dépression. Donc, du fait de l'épilepsie, un adolescent va devoir se soumettre à des contraintes dans sa vie quotidienne et manquera d'autonomie dans certaines activités. Vous voyez? Donc, il va perdre sa confiance. Quotidiennement, il aura besoin d'aide. Il va perdre son autonomie. Donc, dans certaines activités, même que son plus petit frère peut faire, lui, il ne pourra pas faire. Il aura besoin d'assistance. Donc, une attitude fréquente de déni et de rejet. Il va se sentir rejeté. Il va toujours vouloir refuser que pourquoi c'est à lui que ça arrive. Et à 90%, ils vont rejeter la maladie. Ils vont trouver que la vie est injuste envers eux. Et une fois qu'ils vont trouver que la vie est injuste, parce qu'ils sont incapables de faire certaines activités, ils seront déprimés. Cette attitude de rejet est parfois à l'origine d'une prise irrégulière des médicaments. Donc, si vous avez des adolescents, ce n'est pas parce qu'ils se sentent déjà mieux qu'ils étaient épileptiques, continuez à leur donner leur complément alimentaire. Parce que le fait que leur complément alimentaire, leur médicament de l'hôpital, le fait qu'il prend aujourd'hui, il ne prend pas, l'effet yo-yo, ça va entraîner une anti-épileptique. Ça va entraîner ça. Et une fois que ça va entraîner ça, il va rechuter et la maladie va recommencer à s'installer. Vous voyez, il va recommencer. Au lieu de faire des progrès, il va faire plutôt des setbacks, des rechutes. Donc voilà, chez l'adulte, les aspects psychologiques chez l'adulte. Si l'épilepsie débute à l'âge adulte, elle peut remettre en question les études, le métier ou les projets familiaux, tout du moins avant que la maladie ne soit contrôlée par les médicaments, avant que l'adulte ne commence à prendre les médicaments, que ça ne puisse contrôler tous les projets, il ne pourra plus rien faire, il sera désorganisé, bref, aucun métier, hein, il ne pourra rien faire, de toutes les façons, il ne se sent pas bien. Mais quand il va commencer à prendre les médicaments, ça va commencer à s'installer et ça va commencer à l'aider un peu à cadrer, à avoir moins de crises d'électricité au niveau des neurones et tout ça là. Donc, chez l'adulte, le retentissement et les troubles d'attention provoqués par certains médicaments antiépileptiques peuvent être gênants dans certains emplois.
Donc, chez les adultes qui vont prendre les médicaments antiépileptiques, ça peut créer certains troubles gênants hein, dans certains emplois. Ça dépend de quel emploi tu fais. Ça peut créer des troubles vraiment troublants. Alors, le diapositive est fini. Maintenant, on va parler du protocole de ECMAC. On a la bonne nouvelle, la bonne joie. Je vous apporte la joie, la bonne nouvelle en vous apportant le protocole P4 de ECMAC International qui va pouvoir aider toute personne ayant l'épilepsie à surmonter cette épilepsie en ayant moins de crises, en oxygénant. Qu'est-ce que je vais prononcer? Si vous pouvez, derrière vos micros, acclamer notre splinachlorophylle à la manière de ECMAC International. 1, 2, ready, go! ECMAC International, oh yes! Yes. Oh yes! Pourquoi? Parce que le splinachlorophylle va venir nourrir les cellules. On a dit que le cerveau est rempli de cellules. Le splinachlorophylle va venir nourrir les cellules. Le splinachlorophylle va venir transporter l'oxygène dans le cerveau. Le splinachlorophylle va venir réduire l'hyperactivité. Ça va permettre en sorte que le cerveau puisse bien fonctionner. Ça va permettre en sorte que les neurones soient bien nourris. Si quelqu'un est déjà épileptique et qu'il a déjà eu des crises, les neurones, les cellules qui ont été endommagées par l'hyperactivité électrique seront restaurées par notre splinachlorophylle. Notre splinachlorophylle va venir restaurer ces cellules. Ça va venir réduire l'acidité. Ça va venir donner à cette personne 15 vitamines, booster son système immunitaire, nettoyer toutes les toxines, les métaux lourds, tout ce qui va se retrouver dans le sang qui ne permet pas de bien fonctionner. Notre splinachlorophylle va venir restaurer. Asante Morning Headmaster, j'adore le splinachlorophylle. J'adore ça parce que quand je parle de ça, vous voyez par exemple, pendant la crise, les neurones sont asphyxiés, excès d'électricité, électrochoc, ça vient par surprise, ça le choque. Mais quand tu vas voir le spina va dire que moi, je viens, je fais la contre-attaque. Si tu es venu tuer les neurones ici, tuer les cellules, je vais les restaurer. Je vais les redonner la vie. Donc, il n'y aura pas carence en cellules, carence en nutriments, il n'y aura aucune carence. Ça va venir donner à cette personne qui est épileptique, c'est 15 vitamines, c'est 8 enzymes, ça va donner les acides aminés, ça va donner les antioxydants. Oh my goodness, ça va venir restaurer. Le rétablissement après une crise sera spontané. Déjà, les crises seront même ralenties. Les crises vont diminuer à la consommation du splinachlorophylle. Ça va même booster l'énergie. Ça va venir tonifier les autres organes. Ça, c'est ce que le splinachlorophylle va venir faire dans cette crise, dans cette phase d'épilepsie. Pour tous ceux qui ont l'épilepsie, beaucoup de splina. Ne vous arrêtez pas à 4 bouchons. Donnez-moi 6, 8, 10 bouchons pour ceux qui ont l'épilepsie parce qu'ils ont besoin d'oxygène. Ils ont besoin d'oxygène. Il y a cette vitamine K qui va empêcher que même si l'hyperactivité a fait en sorte qu'un nerf se rompe et que peut-être il y ait une hémorragie quelque part ou alors qu'il y ait une hémorragie, la vitamine K contenue dans le spina va empêcher que cette hémorragie se coagule, qu'on fasse une embolie cérébrale. Asante Morning, la vitamine K contenue dans le spina va empêcher la coagulation du sang qui va faire une embolie. Parce qu'une autre embolie maintenant, ça peut créer un AVC. Donc, vous voyez, donc rien qu'à la consommation du spina, il a beaucoup de choses. Et les cellules ne sont pas seulement nourries au niveau du cerveau, c'est toutes les cellules du corps qui seront réduit. Ça va venir enlever tous les métaux lourds, tous les antioxydants. On respire la pollution, ça va venir débarrasser tout. Et quelqu'un qui a aussi l'épilepsie, qui peut faire un peu de marche, il faut qu'il oxygène son cerveau. Un peu d'activité sportive, pas beaucoup, juste un peu. Maintenant, on a notre spiruline hawaïenne que je veux qu'on acclame exceptionnellement parce que notre spiruline hawaïenne, c'est
le bonbon par excellence. On peut acclamer notre spiruline hawaïenne à la façon d'Edmark. One, two, ready, go. Edmark International. Edmark International. Oh, yes. La spiruline hawaïenne. La spiruline hawaïenne va venir restaurer les cellules. La spiruline hawaïenne va venir nourrir le cerveau. La spiruline hawaïenne va venir combattre les allergies. La spiruline hawaïenne va venir prendre soin des organes vitaux tels que le cœur, le cerveau, le foie, le rein. Tout ce qu'on a comme organes vitaux, la spiruline hawaïenne va venir prendre soin de ça. La spiruline hawaïenne, ça va venir faciliter l'oxygénation, ça va venir s'installer dans notre corps et être comme une barrière anti-inflammatoire, plus. Notre spiruline hawaïenne, vous avez mal à la tête, sucez la spiruline hawaïenne. Ça va venir empêcher, même quand la personne, vous sentez des signes précurseurs avant que ça ne vienne, vous voyez qu'il commence à halluciner, machin, mélangez spiruline hawaïenne et puis spina, donnez-lui, ça va le calmer. La spiruline hawaïenne. J'adore cette spiruline hawaïenne. Parce que la façon qu'elle a été faite, notre spiruline hawaïenne de Edmark, elle s'absorbe par la salive. Si on ne l'avale pas, on doit la sucer. Parce que la façon qu'elle a été produite, on appelle ça ocean chill. On a pris l'océan au milieu de l'île hawaïenne aux États-Unis. Ils ont sélectionné une partie au milieu de l'océan. Ils ont désinfecté la partie. Ils ont congelé la partie afin que cette partie soit neutre, que ça soit isolé des bactéries, isolé des métaux lourds, isolé des toxines, isolé de toutes les pollutions. Ils ont surgelé cet endroit avant de cultiver cette algue qu'on appelle la spiruline. Donc, elle est entrée en contact avec aucune radiation, aucune pollution, aucun microbe, aucune bactérie, rien. Même le séchage de ça a été également, comment dire, isolé, même quand on a séché les algues qui ont été récoltées. Donc, si vous avalez, vous allez ressortir ça tel que vous avez pris. C'est sans conservateur, c'est 100% organique, 100% bio. Et c'est pour ça que vous allez regarder. Je vous mets à défi. Je vous envoie goûter les spirulines hawaïennes, les spirulines commerciales, les autres spirulines. Allez les goûter et goûter la spiruline de Edmark. La spiruline de Edmark était moins salée. Les autres spirulines sont trop salées parce qu'elles étaient en contact avec le sel de la mer. Tous ces trucs-là, c'était en contact et ça a retrouvé beaucoup de pollution. C'est la spiruline number one dans le monde entier. J'ai fait un diapositive ici où il y avait 3 types de spiruline qui étaient les 3 premiers dans le monde entier. Il y avait la spiruline de Edmark, la spiruline de la France et il y avait 4 spirulines de la France américaine et la spiruline chinoise. Mais la spiruline hawaïenne de Edmark était la number one. La number one. Donc, la personne va aussi également consommer la spiruline hawaïenne. On va acclamer maintenant notre ginseng. Le ginseng, notre plante miracle. Notre ginseng rouge de Corée. On va l'acclamer à la façon de Edmark. 1, 2, ready, go! Edmark International. Oh, yes. Pourquoi le ginseng? Le ginseng, parce que le ginseng prend soin de notre cerveau. J'adore les compléments alimentaires d'Edmark. Parce que chaque complément de Edmark a une partie de l'organisme dont il s'en occupe. Lui, il s'occupe du cerveau. Tout ce qui concerne le cerveau, la concentration, n'oubliez pas, les enfants ou les adolescents, mais les adultes qui sont épileptiques ont un problème de concentration. Ils ont un problème de focus. Alors, on leur apporte le ginseng rouge de Corée. Ce n'est pas le ginseng blanc, c'est le ginseng rouge de Corée qu'on les apporte 100% naturel avec un peu de café robusta de la Colombie, juste un peu, juste pour avoir cette petite saveur de café. Oh my God! Quand tu fais ce sachet, un sachet, tu le mets dans la tasse, tu mets tes 150 millilitres d'eau, le parfum angélique embaume toute la salle. Toute la salle, tout le monde. C'est un café qui a du charme. C'est un café qui attire
les regards. C'est un café qui attire les attentions. C'est un café qui fait qu'on parle de lui. Le café ginseng de Edmark International. Chez un épileptique, il a besoin de quelque chose qui va aider pour son cerveau, qui va aider pour sa concentration, qui va booster son énergie, qui va renverser l'effet de vieillissement parce que n'oubliez pas que chaque fois que les électrodes sur les neurones seront attaqués, ils vont mourir, ils vont s'affaiblir. Dieu merci pour le splina, Dieu merci pour la spiruline hawaïenne et maintenant un autre Dieu merci pour le café ginseng qui va faire l'effet inverse de vieillissement. Ça va booster l'énergie de la personne, aider pour sa concentration, booster son cerveau. Donc, très bon spiruline, le café ginseng pour tous ceux qui souffrent d'épilepsie. On a également notre Red Yeast. Le Red Yeast qui est un calmant. Ça va venir prendre soin de notre cœur. Je pense que l'ami du cœur doit être vraiment acclamé à la façon d'Edmark International. 1, 2, ready, go! Edmark International, oh yes! On ne peut que dire oh yes parce que le son de riz rouge qui est ici, c'est un calmant. Ça va venir calmer son cœur. N'oubliez pas qu'après une crise, la personne a une respiration qui a été momentanément coupée. On aura besoin de quelque chose qui va rebooster le cœur, qui va venir nettoyer les artères, qui va venir les déboucher. Parce que pendant cette petite période d'arrêt du cœur, de respiration, on peut faire une embolie. Hein? Ça peut être pulmonaire, ça peut être au niveau de la jambe. On peut faire une embolie à cause de manque d'oxygène et tout. Donc, on aura besoin de ça et ça va venir la peser. Le Red Yeast, ça apaise, ça donne le bon sommeil, ça facilite la digestion. Vous voyez donc, en prenant le Red Yeast, ça sera très, très bon. Maintenant, on va passer sur notre MRT complexe. 1, 2, ready, go! Edmark International. Oh yes! Notre MRT complexe, c'est un remplaçant de repas. Ceux qui veulent perdre du poids, prenez le MRT complexe, brûle-graisse ultime. Mais ce que j'adore chez Edmark, c'est que nos compléments ne sont pas seulement là. Si on dit que c'est un brûle-graisse, ce n'est pas seulement là pour brûler la graisse. Dans le cas de l'épilepsie, le MRT complexe sera important, indispensable pour aider au rétablissement rapide. Un sachet, il ne contient que 76 calories. Très peu en calories, mais beaucoup de protéines. Beaucoup de protéines. Ça contient du soja. Très, très bon pour la consommation. On a 3 saveurs. On a la saveur vanille, la saveur chocolat et la saveur fraise. Donc, après une crise d'épilepsie, quand il sera très fatigué, donnez-lui le MRT complexe. Si vous avez de l'avoine, mettez le MRT, un peu de avoine dans votre MRT complexe, 350 ml, passez au mixeur, écrasez, donnez-lui, il va se rétablir comme ça, rapidement. Ça aide au rétablissement rapide. Parce que ça va aller nourrir les cellules, les organes vitaux. Ça va aller prendre ça, même le cerveau, ça va aller nourrir. Ce cerveau qui a été perturbé pendant quelques minutes, on peut se dire 5 minutes de crise, c'est petit, mais c'est énorme. L'énergie que le corps dépense, c'est vraiment énorme. C'est pour ça qu'ils sont très fatigués après. Pour une récupération rapide et efficace après une crise d'épilepsie, donnez-leur le MRT complexe. Sans oublier notre Shake of Phytofiber, notre number 1 best-seller, notre nettoyant, notre vidangeur, notre aspirateur, notre déclencheur, celui qui enlève toutes les toxines, celui qui enlève toutes les bactéries, celui qui enlève toutes les plaques fécales, quelle que soit la durée des plaques fécales dans votre corps. Notre Shake of Phytofiber va venir balayer ça. Alors, on va donner une acclamation exceptionnelle à la hauteur du pouvoir et de la puissance du Shake-Off. 1, 2, ready, go! Edmark International. Oh yes! Notre Shake-Off Phytofiber, je l'ai mis à la fin, mais il est à la fin, mais il est au début.
Parce qu'avant de commencer à prendre le splina, de commencer à prendre la spiruline hawaïenne, de commencer à prendre le Regis, de commencer à prendre le ginseng, on a besoin de nettoyer notre côlon en profondeur. On a besoin de libérer toutes les toxines. On a besoin de vidanger, enlever tout ce qui ne devrait pas être dans notre corps. Enlever tout ce qui peut faire en sorte qu'on soit toujours en train d'avoir des crises d'épilepsie, en train d'avoir le mal-être. Qu'est-ce que c'est? C'est les toxines. Qu'est-ce que c'est? C'est l'acidité. Qu'est-ce que c'est? C'est l'excès de cholestérol. Alors, on va prendre notre Shake-Off Phytofiber, même si c'est un enfant de 5 ans, il prend un sachet de Shake-Off, même si c'est une fois par mois, pour libérer le chemin, afin que le splina puisse s'installer, la spiruline hawaïenne puisse s'installer, le ginseng, le café 73 et le MRT complexe, pour que tout ça puisse s'installer et que le traitement, le protocole puisse être efficace. On a besoin de faire la vidange. Asante Morning Headmakers, c'était ma présentation d'aujourd'hui. J'espère que tout le monde est rentré aujourd'hui avec quelque chose de consistant, quelque chose qu'il peut aller devant un prospect qui est désespéré, qui est découragé, qui a tout essayé et rien n'a marché, et que tous les leaders ici présents aujourd'hui vont partir devant ces prospects et dire, j'ai la solution pour toi. Et tu as la solution parce que tu as les compléments alimentaires qui vont résoudre le problème. Parce que quoi? Les problèmes que nous avons viennent de l'intoxication, viennent de l'excès de toxines dans notre corps, de l'excès d'acidité et de la malnutrition de nos cellules, des carences et tout ça là. Alors, notre protocole, Splina, spiruline hawaïenne, café ginseng, Regis, MRT complexe, Shake-Off apporte la solution à ce dont notre corps a besoin, à ce dont nos cellules ont besoin, et nous aurons la santé, nous aurons un résultat positif, convaincant, satisfaisant chez nos prospects. C'était la fin de ma présentation pour aujourd'hui. Je vous aime bien et j'espère que tout le monde a profité de quelque chose. J'espère. Super. Alors, vous pouvez ouvrir vos micros. On est vraiment nourris à la team à Canada. Ça a été un peu long, désolé, mais il fallait. Non, ce n'était pas long. Pas long du tout. Ce n'était pas long. Parce que ça nous permet de... On en voulait encore s'il y en avait. Oui. Non. Merci pour les roses. Là, laissez un peu que j'acclame un peu. Parce que là, on risque que ça leader déborde. exceptionnel pour lancer les acclamations. En tout cas, acclamé. J'ai même mon badge et tout. Hein. J'étais dans un truc là. Je suis encore J'espère que personne n'aura plus peur de l'épilepsie. Franchement, merci beaucoup, leader Solange. Bonsoir à toi. Plein de bisous. Tu nous as fait ça comme un chef dans les très belles couleurs. Déjà, de fait, ça s'annonce déjà en couleur chez toi. Et mon téléphone est éteint. Mon téléphone s'est éteint. Ben, on prend le relais alors. Un petit là. Voilà. Si son téléphone s'éteint, Zalissa, tu nous lances les acclamations exceptionnelles à la manière de J'ai mal à la tête, je suis couchée, mais je lance quand même l'acclamation. Lance. Outstanding les leaders. Est-ce que vous êtes là, la Team Canada? On est là. Ok, on va chauffer les idées pour donner une acclamation bombastique, une acclamation splinatique, une acclamation chécophatique, une acclamation de je ne sais pas bioélectrique à notre leader Solange qui nous a impacté sur l'épilepsie, qui est vraiment un mal à bannir parce que ça fait très mal l'épilepsie. Donc, 1, 2, ready, go! International. Oh, yes! C'est qui parle anglais là? How do you feel? I feel good. I feel great. I feel better. Bravo! C'est ça les éducateurs. C'est ça qu'on veut entendre. Boza, faites le Boza pour nous. Boza. C'est vrai, il faut que tu nous apprennes Boza là, parce que nous, on n'était pas quand tu faisais Boza là. On fait Boza. Ivoirienne. Au Sénégal, on dit,
Merci beaucoup, leader Solange. Merci. J'espère que lorsque vous suivez, vous prenez aussi les notes pour ne plus après poser des questions, mais plutôt enseigner les autres. Donc, vraiment, c'était exceptionnel. Et cette année, peut-être l'année prochaine, on aura déjà fini la liste des maladies. Hein? On va faire autre chose. Ah, leader Solange, l'année prochaine, là, c'est sûr que tu vas revenir avec d'autres nouveautés. Par la grâce de Dieu. Que Dieu t'inspire. Amen. Que Dieu t'inspire énormément. Vraiment, tu es belle. En tout cas, tu es belle. Tu es belle. Vraiment. Tu es belle. On va lui demander qui t'a fait le make-up même, ma chérie. Et puis ça. C'est toi qui fais le make-up, c'est toi ou bien ce sont tes filles? Non, j'ai seulement mis, j'ai tracé le crayon. Oui. Elle n'a même pas fait de make-up ici. Hein. J'ai juste tracé le crayon, un peu de en rouge à Côte lèvres. d'Ivoire, c'était encore grave. Wow. Oh. En tout cas, mon mari me manque, il a voyagé, donc j'ai mis un peu son chapeau là pour penser à lui. Je te dis, le béret là, il est top. Pardon, j'espère que tu viendras avec lui au gala. Je vous attends en juin. Je vous attends. De toutes les façons, moi, je suis déjà là. Pour lui, on va voir. Oh yes. C'est ça. Donc, merci beaucoup les leaders. Merci d'être à l'écoute. Merci pour tout. Et c'est une pathologie que beaucoup ignorent, surtout chez les enfants. C'est là, on se dit que l'enfant est têtu. Même à l'hôpital, on dit qu'il est hyperactif. Il est un rêveur, il est ceci, mais il y a quelque chose d'autre. Donc, en tant que parent, quand on a des minimes connaissances, on peut aussi guider les médecins. Mais quand on ne connaît pas, ils nous mettent la bateau. Parce qu'ils font aussi ce qu'ils peuvent. Ils ne font que ce qu'ils peuvent, oui. Donc, c'est ça. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Leader, dis si peut-être tu vas arrêter l'enregistrement. C'est toi qui peux enregistrer, qui peux arrêter. C'est toi l'autre. Ah bon, attends. Pause recording. Je pause, hein, ou je stop? Stop. Est-ce que vous avez les questions, les leaders? Vous avez des questions, les leaders?